faut que le gouvernement soit capable de parler à ses premiers répondants. Si on n'a pas de communication, on n'est pas effectif dans ce qu'on veut atteindre comme effet sur le terrain. En plus, il faut être capable de parler à toutes les agences qui sont présentes sur le terrain. Tout le monde reçoit les mêmes directives ou les mêmes ordres en même temps pour avoir un effet combiné partout sur le territoire qui est affecté. Tout ce qui touche les radios, les réseaux informatiques, les capacités satellitaires, cellulaires, ça fait partie de mon domaine d'expertise. Je suis le capitaine Pierre Frenette. Je suis un officier de communication pour l'Armée canadienne depuis 1979. J'ai participé plusieurs fois à des opérations nationales de type Oplantus, Oplaser, le Verglas, et j'ai participé à la planification de déploiement de troupes au feu de forêt de Colombie-Britannique et Yukon. La crise du Verglas remonte à 1998. Un grand triangle de la province de Québec a été privé d'électricité pendant plusieurs semaines, suite à une tempête de verglas exceptionnelle qui a fait que plusieurs pylônes d'Hydro-Québec se sont affaissés, ce qui a entre autres coupé l'électricité à Saint-Hyacinthe, Drummondville, etc. Moi-même, j'étais déployé à Saint-Hyacinthe. Le rôle de mon unité, c'était d'essayer de rétablir les communications en aide au gouvernement du Québec, mais aussi de fournir des communications à toutes les équipes de militaires qui étaient dispersés sur le territoire et qui, entre autres, donnaient un coup de main à Hydro-Québec pour essayer de ramasser les branches, les arbres, les poteaux cassés, etc. Les maisons n'avaient pas de chauffage, n'avaient pas de réfrigérateur, les congélateurs. Ça a touché l'économie locale aussi parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer à cause des conditions routières. Les systèmes bancaires étaient paralysés parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Puis ça a miné un peu le moral des gens parce qu'ils ne savaient pas quand ils allaient retrouver l'électricité. L'armée n'est pas une force constabulaire. On ne se substitue pas aux policiers, mais on peut aider à sécuriser la population. Pendant la crise du verglas, il y a des gens qui ont fait des patrouilles, qui allaient cogner aux portes, s'assurer que les gens qui avaient décidé de demeurer chez eux, qu'il n'y avait pas de problème. Tous les premiers répondants avaient beaucoup de difficultés à assurer leur rôle parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer entre elles, entre agences. Puis, c'était difficile aussi pour l'état des routes. Quels endroits qui étaient dégagés, quels qui ne l'étaient pas, comment atteindre les personnes qui étaient dans le besoin. Pour le gouvernement, puis pour les autorités locales, voire municipales, ils ne pouvaient plus exercer le contrôle sur leurs propres ressources. Il fallait qu'ils parlent avec les gens de la voirie, mais leur système de radio étant basé sur les tours qui étaient tombés, mais là, ça devenait compliqué. Alors, l'armée, avec certains de ses équipements, pouvait pallier en partie à ces besoins-là. Je pense que les Canadiens, en particulier les Québécois, se sont aperçus que l'armée était pertinente pour aider dans ce genre de crise-là, parce que l'armée est habituée d'être très hiérarchisée, très organisée. Le fait aussi que l'armée a des équipements comme des véhicules, ça a permis de se déployer rapidement puis de faire une différence sur le terrain aussi rapidement. Souvenons-nous de 2019, les Forces armées canadiennes ont été demandées par le gouvernement du Québec pour intervenir où des infrastructures municipales étaient menacées, des puits, des systèmes d'égouts, des rues bloquées, des hôpitaux isolés. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup dans ces inondations-là. Il y a des gens qui ont été menacés par des barrages qui menaçaient de céder. Le mandat qui était donné, qui venait du mandat du gouvernement du Québec, c'était d'essayer de préserver la vie. Ensuite, les infrastructures municipales, comme j'ai dit, les puits, les systèmes d'égouts, les ponts. Puis en troisième lieu, tout ce qui pouvait être préservé du côté des habitations des gens. Des évacuations de personnes prenaient le dessus surtout. Malgré ce qu'on peut penser, c'est pas simple de faire communiquer les corps policiers entre eux. Puis quand on rajoute l'armée par-dessus, ça devient un défi de communication assez rapidement et assez important. Fait que le gouvernement, quand ils font appel au ministère de la Défense, ils s'attendent que le ministère de la Défense va être autosuffisant en communication. Il faut avoir nos propres réseaux.
Alors, vu que l'opération Lanitus était dispersée presque sur toute la partie urbanisée du Québec, il fallait que la personne qui était en charge, elle devait être capable de parler à tous ces endroits-là en même temps. Alors, téléconférence tous les soirs, tout le monde devait être en mesure de se connecter aux mêmes téléconférences pour recevoir les mêmes directives en même temps de la même personne. Il ne faut pas qu'il y ait de distorsion dans les directives. Puis il ne faut surtout pas qu'il y ait d'interprétation. Il faut que le mandat soit clair du début à la fin. La plus grande leçon pour les Forces canadiennes, c'est d'être prêt à faire n'importe quelle tâche, n'importe quand, avec l'équipement qu'on a. Les opérations Lantus nous ont appris que ça nous prend des grandes bottes en caoutchouc, parce que souvent, on est plus qu'à la hauteur des genoux dans l'eau, ce qu'on n'avait pas nécessairement en grande quantité il y a quelques années, mais ces situations-là tendent à se répéter régulièrement, là. La pandémie a débuté sur un autre continent, puis qu'on avait commencé à en entendre parler en novembre, décembre 2019. La pandémie s'est rapidement répandue un peu partout. Donc, les CHSLD, surtout dans la grande région de Montréal, se sont retrouvés débordés rapidement parce que soit les employés étaient malades, soit il y avait trop peur de venir travailler. On ne savait pas tout ce qu'on sait après la crise. Fait que, tu sais, les zones froides, les zones chaudes, pas transférées d'une zone à l'autre sans se décontaminer complètement, là. La région de Montréal, il y a beaucoup d'allophones qui travaillent dans les CHSLD, pour qui les directives n'étaient pas nécessairement claires au début. Quand le gouvernement du Québec a réalisé qu'il était débordé par la situation, bien, ils ont fait un appel aux Forces canadiennes en demandant, entre autres, des techniciens médicaux, mais du personnel aussi pour assurer les soins nécessaires aux bénéficiaires. Alors, mon rôle à moi, c'était de m'assurer que les équipes qui travaillaient dans les différents CHSLD, alors il fallait que les gens sur les différents étages puissent se parler entre eux. Parce que souvent, ces établissements-là étaient en béton. Les gens qui étaient dehors s'éloignaient un peu pour s'assurer de ne pas être contaminés par nos propres effectifs qui travaillaient à l'intérieur des bâtiments. Le soir, les gens qui travaillaient dans les CHSLD étaient tous hébergés au centre-ville de Montréal. Alors, ça prenait des communications là pour que nos gens puissent communiquer avec leur famille, donner des nouvelles, mais puissent aussi communiquer avec leur état-major pour obtenir les équipements qu'ils avaient besoin. Les citoyens du Québec ont pu voir que les Forces armées peuvent intervenir dans plusieurs types de déploiements. Il n'y a absolument rien dans l'entraînement des militaires qui est préparé à aller s'occuper de personnes âgées pour la plupart. Quand on arrive dans un CHSLD, les pathologies sont assez différentes. Fait qu'administrer des médicaments à des gens qui ont 60 ans et plus, souvent, c'est pas les mêmes médicaments. Traiter des gens qui sont peut-être atteints d'Alzheimer, de Parkinson ou de démence, c'est pas non plus dans le quotidien de nos techniciens médicaux militaires. L'opération au Yukon, c'est le débordement d'une rivière, mais c'était au nord de Whitehorse. Il y a une seule route principale qui dessert toutes les municipalités du Yukon. C'est ce qu'on appelle le Alaska Highway. C'est cette route-là qui a été coupée. Et c'est un lien important parce que ça achemine tout ce qui peut être transporté par route. La nourriture, les médicaments, les fournitures de tous les commerces qu'on peut imaginer là, entre Whitehorse et Dawson City. Là. On dit Oplentus, mais Oplentus, ça regroupe beaucoup de types d'opérations. Oplentus, ce que c'est une intervention des forces militaires au Canada. C'est difficile de mobiliser beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas énormément d'habitants au Yukon. Il y a un appel qui a été logé au ministère de la Défense, qui a contacté ses propres Rangers canadiens, et ce sont eux qui sont intervenus les premiers. Alors, une intervention rapide par des gens locaux qui connaissent bien la région. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont venus d'Edmonton, de la première brigade, pour essayer de sauver le plus d'infrastructures gouvernementales, municipales, provinciales possible. Puis, dans un deuxième temps, bien, les infrastructures là, des gens qui vivent le long de cette rivière-là. J'ai contribué à la préparation des troupes qui se sont déployées en appui au Yukon.
Donc, au Yukon, il faut savoir là, que les téléphones cellulaires, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Il faut établir des contrats avec des fournisseurs de services satellitaires, etc. Alors, mon rôle, c'était surtout ça, là, préparer les communications dans un endroit éloigné. Informez-vous. Écoutez les nouvelles. La météo, là, on peut prédire, même si des fois les météorologues se trompent un peu, mais il y a des signes évidents dans la nature, la quantité de neige, la sécheresse. Préparons-nous un petit kit de survie, un peu de nourriture, un peu d'eau. Ceux qui ont des médicaments spécifiques qu'ils doivent prendre à tous les jours, avoir une petite réserve. Avoir un plan d'évacuation d'urgence. Si jamais ça arrive, y a-t-il de l'essence dans ma voiture? De quel côté que je dois me sauver? Vers qui je dois me tourner? Quand on est prêt, on est moins pris au dépourvu en cas d'urgence.